Bonjour à tous. J'ai grand plaisir à accueillir avec la Maison des Européens donc non seulement nos divers invités, et je laisserai Marjolaine les présenter plus en détail. Ce dialogue citoyen prend place en fait dans le cadre d'un cours qui s'appelle l'Europe, médias et dialogue interculturel, qui est organisé à l'intérieur de l'Université catholique de Lyon et qui lui-même s'insère dans un projet plus global qui s'appelle l'Europe en interculturalité, qui est en fait un projet du programme Jean Monnet Erasmus+ de l'Union européenne. Le programme Jean Monnet Erasmus+ a pour objet de développer ce qui s'appelle les European Studies, donc en français les études européennes. Donc je pense que tout le monde comprend bien, surtout par les temps qui courent, que l'Europe essaye de développer une réflexion et une attention vis-à-vis de l'Europe, à la fois en tant qu'institution, mais aussi en tant qu'ensemble, disons, géographique et culturel. Et donc, c'est un programme, vous pouvez le trouver facilement sur l'Internet, qui récompense chaque année plusieurs centaines, en fait, de projets partout dans le monde, qui visent à proposer des enseignements, des programmes de recherche, des chaires, des centres d'excellence qui travaillent dans le domaine des études européennes. Donc, ça peut être extrêmement large. Donc, nous, en particulier, donc, on a soumis un projet, alors une première fois en 2017, qui n'a pas été récompensé par un financement, mais donc on a soumis une deuxième mouture donc c'était en février 2019, puisque chaque année, en fait, on peut soumettre un projet. Et cette fois-ci, nous avons été récompensés par un petit financement. C'est le financement module. Et donc, ce programme s'appelle l'Europe en interculturalité, qui est donc cofinancé à la fois par l'Union européenne et par l'Université catholique de Lyon. Le programme a, comme très souvent dans les projets européens, à 3 dimensions. Donc la dimension enseignement, donc c'est un cours de 40 heures sur un an, donc 20 heures par semestre, tout ça pendant 3 ans. Donc là, nous sommes dans la 2e année. Et il y a aussi une dimension programme de recherche. Donc, où là, il s'agit de développer donc, un travail de recherche par des chercheurs, mais aussi d'autres personnes qui font des travaux de type recherche autour donc, de ce thème de l'Europe en interculturalité. Et il y a un 3e aspect qui, dans le vocabulaire européen, s'appelle impact et qui a pour objet de diffuser au maximum auprès d'un public élargi les activités du module, mais aussi plus largement autour de toute la question européenne. Voilà, donc ce dialogue citoyen donc co-organisé avec la Maison des Européens alors devait originellement avoir lieu dans le cadre des événements Impact. Donc, au début, c'était la journée de l'Europe qui a lieu chaque année tous les 9 mai. Alors, à cause du premier confinement, nous n'avons pas pu, nous ne l'avons même pas organisé. On a voulu l'organiser du coup pour les Erasmus Days qui tombent mi-octobre. C'est un 2e moment potentiel pour faire ce genre de choses. Mais à nouveau, alors on n'était pas encore confinés, mais la situation était déjà un petit peu compliquée. Et du coup, nous avons décidé avec les partenaires de la Maison des Européens, donc Monica et Marjolaine essentiellement, d'organiser ce dialogue européen, ce dialogue citoyen, à l'intérieur du cours, l'Europe, médias et dialogue interculturel. Donc, une partie importante du public est constituée des étudiants de ce cours, mais il est aussi donc ce dialogue ouvert au-delà du cours. L'information a été diffusée
Et donc, il est aussi ouvert, voilà, comme tout dialogue citoyen, à toute personne intéressée. Alors, l'Europe en interculturalité, c'est une astuce que j'ai trouvée parce que du coup, c'est quand même un thème extrêmement large, dans la mesure où la culture, entendue au sens large, ça couvre un peu tous les sujets possibles qui ne sont pas la nature. Voilà, ça couvre la littérature, ça couvre l'art, mais ça couvre aussi la politique, la religion, l'histoire, enfin voilà, donc c'est extrêmement large. Et c'est aussi un thème extrêmement large euh, puisque comme c'est l'Europe en interculturalité, alors j'ai fini par comprendre qu'il y avait parfois une confusion possible. J'entends par Europe en interculturalité, puisque vous voyez mon nom s'affiche, je suis Sylvia Louche, c'est vrai que je n'ai pas pensé à me présenter, maître de conférence en philosophie à l'Université catholique de Lyon, mais j'entends interculturalité non seulement dans le sens de, disons, intraculturalité, c'est-à-dire l'interculturalité à l'intérieur de l'Europe, mais aussi l'interculturalité à l'extérieur de l'Europe, c'est-à-dire les relations qui peuvent être établies entre des pays européens et des pays non européens. Alors, je vous donne juste deux exemples. Alors, par exemple, là, juste avant, puisque c'est des cours qui font 4 heures, juste avant, nous avons eu la chance d'entendre une conférence de Fabio Armand, qui est maître de conférence à l'Université catholique de Lyon, sur le folklore, les folklores en Europe. Mais en fait, l'histoire du folklore européen montre que c'est une histoire qui est en réalité bien plus large et qui, du fait de nos racines indiennes, hein, à travers ce qu'on appelle disons l'espace indo-européen, hein, il y a eu des échanges culturels autour des mythes et des contes avec l'Asie et avec d'autres régions du monde depuis les origines. Autre exemple, on va avoir, alors je ne sais plus si c'est demain, on a un séminaire de recherche ou au mois de décembre, mais nous avons une autre maître de conférence de l'université qui est maître de conférence en management à l'ESDES, donc l'école de management de l'université, c'est un exemple parmi d'autres, qui va nous présenter une communication sur son sujet de recherche qui est l'interculturalité dans le cadre des entreprises franco-chinoises. Hein, donc, soit la façon dont les Français, les modes d'acculturation à la culture chinoise quand des Français vont travailler en Chine ou réciproquement, quand des Chinois veulent travailler en France ou développent des entreprises avec des branches en France, comment il y a des démarches interculturelles qui se mettent en place. Vous voyez, c'est un sujet assez large, très attrape-tout, et c'est tout à fait passionnant. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, je pense que j'ai dit l'essentiel. Et donc, je vais peut-être du coup laisser la parole à mes partenaires pour présenter donc le thème spécifique du dialogue citoyen du jour, qui mêle donc cette problématique interculturelle avec l'idée de mobilité verte à l'intérieur de l'Europe, si j'ai bien compris. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Sylvie Alouche, merci pour cette présentation en effet de contexte, pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui, mais aussi de nous avoir invités à participer justement à tout ce module Jean Monnet et de pouvoir ouvrir. Alors il faut savoir justement que ce webinaire aujourd'hui, il est avec les élèves et il est ouvert un petit peu plus, mais il est aussi enregistré et il sera disponible sur c'est notre chaîne YouTube pour pouvoir aussi revenir dessus si d'autres n'ont pas pu participer aujourd'hui. Je me présente, donc je suis Marjolaine Arbonnet-Vidal, je suis la responsable du Centre Europe Direct au sein de la Maison des Européens de Lyon. Et la Maison des Européens de Lyon, le Centre Europe Direct de Lyon, notre métier, c'est de faire de l'information sur la question européenne au niveau des territoires. Comment est-ce qu'on anime la question européenne? À quoi sert l'Europe? Pourquoi? Bref, on est là un petit peu pour agiter les idées autour de la question européenne. Et nous avons invité aujourd'hui 3 intervenants sur la question de la mobilité verte et de l'interculturalité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose que chacun d'entre eux se présente.
Donc, si vous pouvez, chacun d'entre vous, énoncer donc qui vous êtes, quel est votre métier, la structure dans laquelle vous êtes. Anna, je te laisse commencer. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Hannah Kable. Je suis chargée de programmation culturelle au Goethe-Institut Lyon. Donc, c'est le centre culturel allemand qui, vous le connaissez peut-être, qui est là pour la promotion de la langue et de la culture allemande. Il y en a à peu près 150 instituts comme ça dans le monde. Il y en a 6 en France. Et ici à Lyon, on propose donc une programmation culturelle, normalement dans nos locaux, dans notre loft, pas loin de la place Bellecour. Actuellement, c'est plus en visio, comme pour beaucoup de structures culturelles. On a des cours de langue, des cours d'allemand. Et on propose également un service pour des professeurs d'allemand et on a une bibliothèque. Et une chose très importante, c'est pour venir chez nous, pour suivre notre programmation, il ne faut pas du tout savoir parler allemand. Tout est normalement sous-titré, surtitré, traduit. Donc, c'est vraiment facile de suivre ce qu'on propose. Une chose, si j'ai encore quelques secondes, on est aussi membre du réseau EUNIC, donc ça montre un peu plus aussi notre engagement européen. EUNIC, c'est les instituts culturels nationaux de l'Union européenne et le cluster ici à Lyon est composé des Espagnols, donc Instituto Cervantes, il y a l'Institut culturel italien, c'est avec lequel on cohabite, et il y a aussi l'Instituto Camões, je pense, les Portugais. Et donc, dans ce réseau-là, on propose aussi pas mal de manifestations qui ont une perspective un peu plus comparaison européenne, etc. Voilà, ça très brièvement, c'est le Goethe-Institut Lyon. Merci beaucoup, Anna. Martin, est-ce que tu peux nous présenter On the Green Road? Avec plaisir. Donc, salut tout le monde. Moi, je suis Martin Guignard, responsable développement et événementiel à l'association On the Green Road. Alors, c'est une asso qui est basée à Lyon, à la Maison des étudiants de la métropole, dans le 7e arrondissement, donc pas loin du tout de l'UCLI. On accompagne le voyage engagé comme vecteur de déclic pour la transition écologique. Alors, il y a différentes activités, mais je vais passer rapidement sur ce qu'on fait et comment on le fait. En gros, on accompagne tout type de projet de voyage engagé indépendant. Donc, toute personne qui a envie de prendre du temps, de retrouver du sens aussi à travers le voyage. Et ce que nous, on appelle un voyage engagé, c'est dès lors qu'il est en lien avec les objectifs du développement durable. Donc, c'est très large. On a pu accompagner des projets à l'échelle de la région sur l'agroéconomie ou la permaculture, à l'échelle du Tour de France sur l'engagement citoyen dans la politique ou des tours du monde à vélo ou en stop sur l'entrepreneuriat féminin. Voilà, il y a des thèmes et des dimensions très larges et qui sont propres à chaque porteur de projet. Donc nous, on accompagne ces démarches avec une mise en lien dans une communauté d'explorateurs et d'exploratrices, en plus avec des formations pour apprendre à capter ce qu'on va vivre en voyage et préparer le partage. Et donc moi, sur l'événementiel, je suis surtout sur le deuxième pôle qui va justement concerner ce partage d'expériences de voyage. Une fois que les personnes reviennent de voyage, on ne veut pas que ça reste une bulle de leur vie ou une parenthèse qui est vite refermée et qu'on revienne vite à sa routine pour trouver du boulot ou reprendre ses études. On veut vraiment que ce soit un socle pour s'engager plus concrètement en tant que citoyen ou citoyenne dans la société dans laquelle on vit, à Lyon, en France, peu importe où on habite. Et donc, moi, mon rôle, c'est de créer des événements de formats différents, de contenus différents qui permettent de toucher surtout des publics en marge de la transition écologique à partir de ces récits de voyage. Donc là aussi, on intervient dans différents endroits, beaucoup sur les campus étudiants, parce qu'on a souvent des envies de voyage ou des réflexes économiques avant d'avoir des réflexes écologiques. Et nous, on met en lien avec des projets déjà réalisés pour montrer que c'est possible. Et puis très rapidement, du coup, on intervient dans d'autres milieux, notamment les EHPAD avec les personnes âgées, les quartiers défavorisés de la métropole et dans les entreprises privées. Voilà, en plus de nombreux événements qu'on peut faire par ailleurs, mais je ne vais pas présenter tous les détails. N'hésitez pas en tout cas à aller jeter un coup d'œil à notre site si les thématiques que j'ai évoquées vous intéressent. C'est onthegreenroad.com.
Merci beaucoup, Martin. Oui, on va avoir le temps de voir un petit peu plus ce que vous faites en détail. Johan, je te laisse prendre la parole. Sans problème. Alors, je m'appelle Johan Pompet, je travaille dans une association environnementale qui s'appelle la Maison de l'Environnement, mais à côté, je suis aussi bénévole dans une association, plus précisément dans un réseau associatif qui s'appelle Erasmus Student Network. J'y suis administrateur au niveau de SN France et bénévole actif au niveau de SN Cosmo Lyon, qui est l'association lyonnaise de ce réseau. Concrètement, ce réseau, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il participe à l'accueil des jeunes en mobilité internationale. Donc, par exemple, des jeunes qui sont en train de faire Erasmus, qui sont en train de faire des stages, des mobilités internationales aussi hors Europe. On accueille tous les continents et on va organiser des événements pour pouvoir les aider à se rencontrer, répondre à leurs questions, les aider sur des questions de logement, de santé, toutes les questions qui peuvent venir effectivement quand on arrive dans un pays nouveau et qu'on est un peu perdu. Et de l'autre côté, ce qu'on va faire aussi, c'est aider les jeunes de Lyon qui préparent un séjour international dans le cadre de leurs études ou de la fin de leurs études, en leur apportant des témoignages, des conseils de personnes qui ont déjà vécu cette mobilité internationale et qui peuvent donc leur partager leurs trucs, leurs astuces, etc. Aujourd'hui, c'est des événements qui se font beaucoup plus en ligne, forcément. Sinon, c'est des rendez-vous qu'on va faire un peu partout dans Lyon, y compris dans les universités, puisque du coup, notre association s'adresse à toutes les universités de Lyon, qu'elles soient publiques ou privées. Merci beaucoup, Johan. Super. Mais puis le dernier, c'est Slavomir. Si je te laisse te présenter également. Et alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Slavomir Manasek. Je suis en service civique à la Maison des Européens Lyon. Et donc, je travaille avec Marjolaine et Monica, qui est dans les backstage et qui s'occupe de la partie technique de ce webinaire. Et donc, voilà, je suis là pour épauler l'équipe de la Maison des Européens voilà, sur tout ce qui est information sur l'Europe. Est-ce que tu peux juste dire quel est en 2 mots ton profil? Oui, alors, oui, donc je suis tchèque, je suis née en République tchèque, mais j'ai fait mon lycée en France, à Dijon, où j'ai passé mon bac. Et ensuite, j'ai fait des études à Paris 1, à la Sorbonne, en droit, en histoire et ensuite en relations internationales. Voilà, donc j'ai un profil voilà, assez centré relations internationales et Europe. Et tu es toi-même en mobilité. Et j'étais moi-même en mobilité plusieurs fois. Ouais. Merci beaucoup, Slavomir. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il faut juste que vous sachiez donc le webinaire est enregistré. Donc, si vous voulez revenir dessus, ce sera possible. Et pour toutes vos questions, pour respecter votre anonymat, on ne dira que les prénoms. Si vous ne voulez pas qu'on dise votre prénom, quand vous écrivez votre question, vous nous mettez un autre prénom. Il n'y a pas de problème pour qu'on puisse tout à fait vous répondre. Je crois que Sylvie, vous avez voulu dire quelque chose, excusez-moi. Oui. Je vous laisse la parole. Oui. Juste un petit détail, donc concernant les étudiants, il y a quand même un détail important que j'ai oublié de mentionner. L'un des objectifs principaux du cours, c'est de faire se rencontrer des étudiants de l'Université catholique de Lyon et des étudiants de l'Institut de langue et culture française, ou je ne sais plus, c'est civilisation française, qui est à l'intérieur de l'Université catholique de Lyon, qui accueille des étudiants qui viennent de partout dans le monde, je crois qu'il y a 70 pays, et qui viennent apprendre le français. Pour des raisons de problèmes de calendrier, ils ont malheureusement très peu l'occasion de se rencontrer. Et donc, l'un des objectifs du cours était de donner une opportunité aux étudiants étrangers et français au sens large de se rencontrer. Alors là, compte tenu des circonstances, on a un petit peu moins d'étudiants étrangers, comme vous pouvez l'imaginer, mais en gros, sur la composition de la classe, il y a en gros un quart d'étudiants étrangers, donc voilà, et puis le reste, ce sont en fait tous, c'est plus ou moins le hasard, mais tous des étudiants de droit qui viennent soit de première année, soit de deuxième année, soit de troisième année de droit. Voilà. Comme ça, vous avez une petite idée supplémentaire sur le public. Et je me tais. Oh, mais vous pouvez intervenir quand vous voulez. Merci Sylvie. Au contraire,
Donc, mais pour les étudiants, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Une fois qu'on aura eu un petit temps de discussion avec les intervenants pour qu'on puisse quand même commencer à aller dans le fond de la matière. Et vous faites un excellent suivi, Sylvie. En effet, la grande question, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de mobilité verte et d'interculturalité? C'est parce que la crise sanitaire, elle nous pose cette question de la mobilité. D'un seul coup, on se retrouve, et en tout cas pour les citoyens européens qui avaient l'habitude de pouvoir bouger en Europe autant qu'ils le voulaient, à avoir des frontières qui sont fermées. Et on se rend compte que la mobilité, c'est l'un de nos droits fondamentaux en Europe, et que ce droit-là, quand on l'a plus, ça devient compliqué. Et entre autres, pourquoi? Pour se rencontrer, pour se sentir européen, d'où l'interculturalité. Alors la question, elle se pose de façon aussi un peu plus large. Il n'y a pas que la crise sanitaire qui fait émerger la question de la mobilité, mais au sein de l'Union européenne, en mai 2019, on a voté pour un nouveau Parlement européen. Suite à ce nouveau Parlement, on a eu la nomination d'une nouvelle commission. Et cette commission européenne, aujourd'hui, est présidée par Ursula von der Leyen, qui a donné comme orientation politique 6 grandes priorités. Et dans ces 6 grandes priorités, la première d'entre elles, c'est le pacte vert européen. Et le pacte vert européen qui va être en fait une sorte de mise en conscience, d'obligation de réfléchir à l'écologie, de réfléchir à une meilleure gestion de notre production qui soit plus respectée, qui respecte plus l'environnement, mais qui respecte plus aussi la justice sociale, qui préserve la biodiversité, qui réfléchit à une nouvelle industrialisation, à de l'économie circulaire, etc., etc. Et tout ça, on va avoir dans toutes les politiques de l'Union européenne. Et la politique qui est aussi le programme le plus populaire pour les Européens, c'est Erasmus+. Alors comment est-ce qu'on fait de la mobilité verte? Comment est-ce qu'on rend le programme Erasmus plus vert? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'activité au quotidien? Et puis, la deuxième question qui se posera, c'est les Européens sont Européens aussi parce qu'ils se rencontrent, parce que les bébés Erasmus, c'est ce qui fait aussi qu'on a aujourd'hui une cohésion de territoire et on a un sentiment de citoyenneté européen. Comment est-ce que ce sentiment peut encore être valorisé quand on ne peut pas se rencontrer? Est-ce que l'interculturalité se fait obligatoirement avec la mobilité? Et quels sont les freins ou les avantages de la mobilité verte dans l'interculturalité? Les institutions européennes commencent seulement à y réfléchir. Donc, je vais demander à Slavomir si tu peux nous exposer quelles sont les réflexions actuellement au Parlement européen par l'une des eurodéputées qui s'appelle Laurence Farrang, qui est membre de la commission éducation et culture au sein du Parlement européen, qui a un rapport très intéressant sur ces questions-là. Slavomir, est-ce que tu peux déjà nous parler du constat de cette eurodéputée ? On ne t'entend pas, Slavomir. J'ai coupé le micro. Oui, donc Laurence Farrang a publié un rapport le 22 juillet de cette année. Et elle s'est donc posé la question, comment rendre plus verte, plus vert, en tout cas, les programmes Erasmus+, Europe créative. Donc, c'est un programme qu'on n'a pas mentionné, c'est un programme de coopération culturelle à l'échelle européenne, et le Corps européen de solidarité, qui est un programme de volontariat, en quelque sorte un service civique européen. Donc, elle est arrivée le principal constat, c'est que l'Erasmus+, l'Europe créative et le Corps européen de solidarité sont des programmes fondamentaux puisqu'ils contribuent à la construction de l'identité européenne. Ce sont les moyens les plus efficaces qui permettent aux Européens de se rencontrer, de se rendre compte que nous partageons des choses, que nous partageons une certaine culture européenne, et que nous pouvons mener ensemble un projet européen. Cette rencontre passe par la mobilité. Malheureusement, mais la mobilité, elle est essentielle, elle est au cœur de ces projets. Néanmoins, il y a une deuxième chose, c'est l'environnement. Le pacte vert doit être la première préoccupation des Européens. Et donc, il faut réussir à mettre en perspective, en parallèle, ces
deux préoccupations. Construire une identité européenne qui passe par la rencontre et protéger l'environnement et la biodiversité. Qu'est-ce qu'elle constate? Elle constate qu'aujourd'hui, il n'y a aucune base de données, aucune étude qui a été menée depuis la création de ces programmes qui s'intéresse à l'impact environnemental de ces programmes. On sait que Erasmus Plus aujourd'hui, ça fait voyager, ça fait déplacer des dizaines, des centaines de milliers d'étudiants tous les ans, mais on ne sait pas quels sont les modes de transport privilégiés par ces étudiants. On ne sait pas quel est l'impact environnemental, quelle est l'empreinte environnementale de ces déplacements. Pareil pour le milieu culturel, il n'y a pas de réflexion sur l'impact environnemental que peut causer soit le déplacement des équipes de tournage, soit l'utilisation des produits qui ne peuvent pas être recyclés, etc. Et également pour le Corps européen de solidarité, il n'y a pas d'études, pas de base de données. Donc, elle appelle la Commission européenne à se pencher dessus et à essayer de mener des études d'impact environnemental de ces programmes. Et alors, suite à ce constat, quelles sont ces perspectives ou ces propositions? Oui, alors, elle souligne que des changements sont nécessaires, mais que ces changements ne peuvent pas porter atteinte à la libre circulation des personnes, qui est un droit fondamental et une valeur européenne, et aussi ne peuvent pas porter atteinte à la libre expression et création des artistes. Donc, elle a proposé une liste de mesures à mettre en place dans les années à venir. Tout d'abord, elle souligne que tous ces changements ont un coût. Et pour ne pas baisser la qualité de ces échanges, de ces programmes, il faut réussir à relier les programmes Erasmus+, Europe créative et Corps européen de solidarité à d'autres programmes de financement européen pour justement pallier à ce coût supplémentaire que peuvent avoir ces programmes. Il faut ensuite passer par l'éducation, la sensibilisation au mode de transport écologique, au mode de transport vert et aux pratiques, globalement aux bonnes pratiques environnementales, comme l'utilisation du matériel recyclable, le tri, l'utilisation des transports verts, notamment le train, qui devient aujourd'hui une des priorités de la Commission, qui soutient beaucoup de projets d'infrastructures ferroviaires. Nous pouvons penser au projet du Rail Baltica, qui est un projet de TGV entre Berlin et Helsinki en passant par les pays baltes, c'est-à-dire la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Et donc, elle aussi, ce qu'elle souligne, ce serait de privilégier, de récompenser en fait les étudiants et globalement tous les acteurs européens qui privilégient le train, à l'avion, à la voiture, qui privilégient des transports moins polluants. Elle souligne également que puisque c'est l'année européenne du rail en 2021, il faut mener une campagne massive pour soutenir l'utilisation du train, privilégier le train à d'autres moyens de transport. Elle souligne néanmoins qu'il y a des régions qui ne sont pas pourvues en ligne de grande vitesse et où malheureusement aujourd'hui il n'y a pas d'autre moyen que de se déplacer en avion et en voiture. Elle souligne également qu'il faudrait privilégier le virtuel là où c'est possible, de privilégier l'e-learning, donc l'éducation numérique en ligne, là où c'est possible, mais là également, c'est un complément, ça ne peut pas remplacer totalement la mobilité et les échanges. Ensuite, il y a d'autres recommandations, comme la mise en place de la carte européenne d'étudiants, qui devrait un peu, selon le modèle de la carte européenne d'assurance maladie, s'appliquer partout en Europe. On devrait avoir un modèle unique de carte d'étudiant pour simplifier les démarches administratives et bureaucratiques.
Voilà. Et globalement, il y a donc cette idée de se saisir de l'éducation et de la culture pour promouvoir l'écologie, l'environnement et la mobilité verte, tout en respectant voilà, les exigences de la libre circulation, de la libre expression et de la liberté de création. Merci Slawomir. En effet, alors nous sommes vraiment, on est en train de se poser la question au niveau européen, justement, de notre mobilité. Et il est vrai que notre mobilité, elle entraîne énormément d'impact écologique. Alors, il y a des petites actions qui ont déjà été faites. Pour ceux qui connaissent, il y a le programme Interrail qui permet pour les jeunes, l'année de leurs 18 ans, d'avoir un pass pour le train dans toute l'Europe pendant 1 mois gratuit, ce qui permet à ce moment-là de pouvoir aller découvrir l'Europe en loisirs et en utilisant que le train. Mais le train, pareil, ça a toujours un impact. La question que je vais poser aujourd'hui maintenant à nos intervenants, c'est cette mobilité verte, qu'est-ce que c'est? En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau européen, on a entendu dans le rapport de Laurence Farran, c'est de réfléchir à se déplacer différemment, au e-learning, etc. Mais vous, sur notre territoire, comment ça se voit, comment ça se vit et quelles sont les expériences que vous pouvez proposer, vous, dans chacune de vos structures? Alors, on va commencer peut-être par Anna du Goethe, si tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que la mobilité verte vue par le Goethe Institute. Oui, on se pose beaucoup cette question en ce moment, bien évidemment. Ça se reflète d'un côté de notre programmation culturelle. On a normalement actuellement, mais bon, c'est fermé, donc, une exposition « Tu roules à vélo vers la mobilité de demain ». C'est une exposition franco-germano-italienne avec des affiches autour du vélo en ville. C'est très politique, ça pose vraiment la question comment on peut défendre cette droite de rouler en ville devant la politique. Cette exposition sera ouverte, donc j'espère en janvier. Et on a aussi une vraie programmation qui encadre cette exposition avec des courts-métrages, avec des discussions, avec des militants de plusieurs villes européennes, etc. Donc, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Sinon, un autre projet qui touche également cette question de la mobilité verte, c'est une rencontre de jeunes, la ville résiliente entre les villes jumelées Lyon et Francfort. Normalement, ça aussi, c'était cet automne, mais ça n'a pas eu à avoir lieu parce qu'on tient pour certaines manifestations à des vraies rencontres. Certaines choses ne se font pas en visio. Et donc, c'est un projet qui aura lieu en printemps, un échange de 8 jeunes de Francfort et 8 jeunes de Lyon qui se rencontrent pendant 10 jours pour découvrir des projets durables dans les deux villes. Et on peut d'ailleurs toujours s'inscrire, c'est de 18 à 24 ans et toute la participation est gratuite et vous allez voyager en train. Et un autre projet aussi, on est juste partenaire, ça s'appelle Young Influencers on Ecological Change. Et ça, c'est plus la question comment tous ces idées et projets écologiques, comment on peut les communiquer, les transmettre pour faire participer un plus grand nombre de personnes. Parce que souvent, c'est aussi cette question sociale où les gens plus éduqués, qui ont peut-être plus les moyens, les possibilités d'avoir accès à ces moyens durables que d'autres. Donc voilà, ça c'est au niveau de notre programmation et sinon on est touché par cette question surtout dans notre travail quotidien, c'est-à-dire au Goethe Institut, normalement, on a beaucoup de réunions entre les différents instituts, déjà beaucoup dans notre région Ouest Europe. Il y a plusieurs rencontres par an où tous les salariés voyagent un peu par-ci, par-là. Tout ça se fait en vision en ce moment et on se rend compte que finalement, ce n'est pas si mal que ça fonctionne. Il manque un peu aller boire un coup après ces échanges-là, ça bien sûr, mais on peut quand même dire qu'une bonne partie, je pense aussi après ces confinements et cette pandémie,
ça va continuer comme ça, hein, on ne va pas changer ça. Et après, c'est aussi les manifestations actuellement, les tables rondes qu'on organise en ligne. Et là aussi, on se pose un peu la question, est-ce que ce qu'on faisait avant, ça vaut vraiment le coup de faire venir un intervenant, une intervenante allemande pour 1 heure de table ronde et elle repart le lendemain? Non, pour nous, ça ne fait pas de sens. Donc, on s'était dit maintenant qu'à l'avenir, on va très certainement bien réfléchir si à chaque fois la personne doit voyager ou est-ce qu'on ne fait pas des manifestations, des tables rondes hybrides, c'est-à-dire ceux qui sont proches viennent au Goethe-Institut, mais 1 ou 2 personnes qui sont loin, on va les mettre sur écran et ça va peut-être très bien fonctionner comme ça, je pense. Voilà, ça c'est une question qu'on se pose beaucoup. Et aussi, par contre, on discute aussi pas mal sur tout ce qui est l'empreinte carbone du virtuel aussi, parce qu'il ne faut pas penser que ça n'a aucun impact, hein. Je n'ai pas de chiffres, mais j'imagine que toutes ces visioconférences qu'on organise en ce moment, ça a très certainement son effet aussi. Mais bon. Et après, malgré tout, on est très consciente en tant qu'institut culturel qui travaille beaucoup dans l'interculturel, les vraies rencontres, ça reste essentiel, nécessaire et on ne va pas du tout arrêter ça. Donc, c'est tout à fait autre chose de voir quelqu'un sur écran ou de rencontrer la personne. Et pour tout ce qui est spectacle vivant, la danse, etc., ça ne marche pas sur écran ou d'une manière très, très limitée. Voilà, peut-être pour le moment, c'est ça. Merci Anna. Oui, donc on se rend compte que vous avez quand même déjà une réflexion qui est assez concrète, étant donné qu'il y a des actions qui sont liées à ça et que vous avez déjà un esprit critique. C'est très intéressant dans ce que tu dis, l'impact du numérique, parce qu'en 2021, la Commission européenne a 2 priorités, c'est le pacte vert et le numérique. Avec cette question de l'inclusion par le numérique, mais aussi éviter la fracture numérique, mais également quel coût. Donc, il faut autant qu'on réfléchisse sur cet impact-là qu'il peut y avoir. J'en profite pour vous dire que tous les liens dont parleront les intervenants, les sites Internet, etc., seront disponibles sur notre site Internet pour que vous puissiez retrouver les actions, éventuellement pouvoir participer au projet dont vient de parler Anna. Merci beaucoup. Johan, est-ce que tu veux bien nous parler de votre vision de la mobilité verte au sein d'ISN? Oui, alors du coup, je vais parler un peu pour le niveau national, un peu pour le local. C'est vrai qu'en vrai, le sujet se rejoint complètement, puisqu'effectivement, en ce moment, donc, on est tout en virtuel, mais en fait, on fait assez peu d'actions. Du coup, on maintient un peu de lien plutôt avec des étudiants qu'on a rencontrés en septembre. Mais clairement, notre activité, elle est vraiment basée aussi sur ces rencontres physiques, plus conviviales, où il y a des échanges qui se font vraiment au hasard. C'est vraiment le cœur de notre activité. Donc, c'est très dur de le transmettre en numérique. Les visites virtuelles n'ont pas du tout le même effet pour des jeunes qui viennent justement découvrir la ville. Le découvrir derrière l'écran, c'est quand même un peu moins sympa. Mais la question de vivre une mobilité verte localement, c'est une question qui remonte de plus en plus. Je vais prendre un exemple. On fait donc de la sensibilisation à la mobilité internationale en parlant des différents programmes, donc Erasmus+, le Corps européen de solidarité, mais aussi beaucoup de programmes qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Et une question qui revient de plus en plus souvent en fait, de la part des jeunes, c'est de nous demander est-ce que je peux encore partir demain? Est-ce que je vais prendre l'avion, ça pollue, je vais aller dans un pays où je sais que le tri des déchets ne se fait pas. Il y en a qui ont des réflexions très poussées, hein, c'est plutôt bon signe, on va dire. Ils se posent ces questions et nous, il faut qu'on puisse leur apporter une réponse. D'un autre côté, ça nous pose aussi question sur nous, ce qu'on propose, à la fois comment sont organisés nos événements, quelle éco-responsabilité quand on organise un café des langues, un Cosmo apéro, un festival, voilà. À quel point on peut réduire l'impact de ces événements tout en les maintenant, puisqu'ils ont quand même un intérêt, l'interculturalité, voilà, ce que j'expliquais sur l'aspect convivial. Donc on se pose des questions là-dessus
Et ce qui nous a amené en plus à des réflexions plus poussées de dire, mais même dans nos pratiques en dehors de l'événementiel, est-ce qu'on peut être plus éco-responsable, y compris par les partenaires qu'on va mettre en avant, nos prestataires. Du coup, maintenant, on fait tout imprimer beaucoup plus localement. La question du numérique, on se l'est posée il y a à peu près un an. Alors, c'était un peu compliqué avec certains des partenaires de leur dire, alors maintenant, on n'a plus que 2 adresses email. Donc, on avait, je ne sais plus, on devait avoir 20 ou 30 adresses email, dont certaines pas trop consultées, etc. Donc, plein de mails stockés sur des serveurs. On a enlevé tout ça. On a dit tout part sur 2 adresses différentes, voilà. Et nous, en interne, on s'arrange pour qu'il n'y ait jamais plus de 100 emails sur ces boîtes. C'est pas grand-chose, c'est un petit geste, mais en vrai, ça permet de lancer aussi pas mal d'autres sujets. On a changé de banque aussi, en disant non, on va quitter une banque qui finance des pays, en fait, qui finance des projets pardon, environnementaux dégueulasses dans des pays dont on accueille les jeunes, donc c'était pas très logique. Clairement, on s'est dit qu'il fallait changer. Voilà. Et cette réflexion, on essaie de la pousser plus loin et même de l'amener un peu aux jeunes qu'on accueille, alors qu'ils ne sont pas forcément dans cet état d'esprit, puisque ils arrivent, leur premier souci, c'est de trouver un logement, ce qui est très difficile à Lyon, d'avoir leur bourse, de comprendre comment fonctionne l'administration française, et ça, généralement, ça leur prend un moment, nous aussi, très clairement. Donc voilà, on sait bien que ce n'est pas leur question prioritaire, mais on essaye de l'amener, et par exemple, l'éco-responsabilité des événements est un bon moyen. Chaque début d'année, chacun a son éco-cup. Les éco-cups, ça peut être à débattre aussi sur leur impact, mais concrètement, c'est aussi essayer de semer ces petites graines sur pendant que vous êtes à Lyon, essayez de conserver ce cadre de vie propre, agréable, avec de la biodiversité, de la nature, etc. Ça passe même tout simplement par ne pas jeter ses déchets n'importe où dans la nature, etc. Des choses qui peuvent paraître évidentes quand on est dans une démarche déjà un peu écologique, mais qui en fait ne l'est pas forcément. On parle d'interculturalité, on parle de cultures très très différentes, surtout quand on s'adresse à des jeunes du monde entier. Merci. En effet, vous êtes très engagé, ISN. C'est l'engagement mobilité verte, il est déjà bien acquis. Merci beaucoup, Johan. Il est acquis, mais il nous manque encore, on n'est pas des spécialistes de l'environnement, et c'est ça qui nous manque. Donc du coup, on est obligé, alors que ce soit au niveau national, international ou local, d'aller vers d'autres acteurs. Par exemple, au local, on a décidé de se rapprocher d'une association qui nous plaît beaucoup, à qui on a proposé de travailler sur des projets. Elle s'appelle On the Green Road, je ne sais pas si vous connaissez. Pas très bien, donc je pense que c'est l'occasion, Martin, de nous expliquer un petit peu quelle est votre activité et qu'est-ce que ça veut dire mobilité verte, parce que c'est l'essence même de votre structure. Merci. Merci, Johan. Effectivement, oui, ça me dit quelque chose, On the Green Road. J'ai rencontré quelqu'un. Oui, nous, c'est dans notre ADN. Effectivement, on n'accompagne que des projets qui ont du sens d'un point de vue éco-responsabilité. Alors, il faut savoir que quand j'ai dit ça, j'ai tout et rien dit parce que on accompagne vraiment tout type de mobilité tant qu'il y a une vraie réflexion au fond. En tout cas, on ne veut pas interdire une mobilité plutôt qu'une autre, juste sur le mode de transport qui est utilisé. Pour nous, ce qui compte, c'est la façon dont la personne qui voyage va avoir cette réflexion de compenser, soit une simple compensation carbone, on pourra y revenir plus tard sur ce que ça vaut, soit par une compensation sociétale. Et c'est pour ça que nous, les voyageurs et voyageuses qu'on accompagne, les futurs explorateurs, sont signataires d'une charte, la charte HOPE, H-O-P-E, pour honnêteté, ouverture, partage et éco-responsabilité. Et ce partage, il est vraiment avant le départ. C'est pour ça qu'on propose les formations dont je parlais en introduction, pour que les gens qui veulent voyager se disent déjà, en revenant, je vais avoir une expérience forte à partager. Quel format je vais favoriser, pour quel public. Et donc, je vais pouvoir me former à l'audiovisuel de terrain, montage vidéo, ou alors photo pour faire une expo, ou alors langage conférencier, communication de projet. Voilà, c'est toutes ces formations-là qu'on a en amont. Et à travers toutes les formations, nous, on parle de voyage engagé. Et une autre valeur forte, c'est le journalisme de solution. Et en fait, c'est assez complémentaire parce que, et là, je vais faire un parallèle avec Erasmus, si on part avec l'idée qu'on va avoir un projet sur place pour s'imprégner de ce qui s'y passe, de comment les gens s'engagent localement. En fait, on peut avoir pris l'avion pour aller en Australie pendant 6 mois. Finalement, l'impact carbone de ce trajet en avion, il est compensé par l'apport individuel que vous allez avoir issu de ce voyage, de tout ce que vous allez apprendre, de comment on peut s'engager dans une société différente dont vous ne parlez pas forcément la langue, où vous pouvez être aussi vous-même une nouvelle personne et donc adopter des gestes que vous n'aviez pas avant et qui vont rester plus tard.
Et donc, vous allez découvrir toutes ces initiatives et en revenant, en avion, en train, en vélo, peu importe comment vous vous déplacez, en revenant, vous allez avoir cette responsabilité de dire, voilà comment on s'engage là-bas, voilà comment aussi ça m'a ouvert les yeux sur comment on s'engage ici et maintenant. Moi, c'est après un tour du monde que je me suis dit, mais c'est ouf, tout ce qui existe déjà en fait à côté de chez moi et que je ne voyais pas avant. Et donc, plus il y a de gens qui ont cet état d'esprit et qui partagent leur expérience sur place, plus la mobilité lointaine et polluante va être en fait superflue. On va pouvoir se dire, qu'est-ce que je recherche finalement? Est-ce que je vais vraiment aller loin pour avoir une belle photo de palmier sur une plage de sable blanc? Ou est-ce que je me tourne vers le temps du voyage, le temps de la rencontre et même pour un projet Erasmus, le temps en dehors des milieux étudiants, en dehors des sentiers battus un peu touristiques, parce qu'une fois que tu es à Hong Kong, bah, c'est chouette d'aller à droite à gauche en Asie mineure, avoir des belles photos de rizières, etc., faire un tour en moto parce que ça coûte pas cher. Mais en fait, il y a aussi le temps du trajet. Si je décide d'y aller en train, en Asie centrale par exemple, bah, je vais voir l'évolution des cultures, des reliefs, des langues, de la façon dont on doit acheter son ticket de train aussi. Je parle d'expérience, c'est toujours très, très pertinent. Voilà, l'expérience entre parenthèses, c'est j'ai pu voyager en train avec le pass Interrail qui était mentionné tout à l'heure au Danemark et en Suède. Mais en fait, le trajet lui-même, c'était l'essentiel du voyage. Et les rencontres qu'on fait dans un train de nuit ou dans les gares parce qu'on ne parle pas la langue, qu'on est paumé, c'est ça en fait qui va faire le voyage en lui-même. Je fais pas mal de digressions, mais en fait, pour vous dire que tout ce qu'on appelle nous voyage engagé, c'est justement ce temps du trajet et ce temps de la rencontre qui est possible, quelle que soit la distance qu'on souhaite parcourir, quel que soit aussi le projet qu'on va avoir sur place. Nous, on va faire en sorte qu'il soit en lien avec les ODD, les objectifs du développement durable. Euh, et c'est cette idée de je me déplace, je m'imprègne, et quand je reviens, je partage. Et là, on touche au voyage engagé et à la mobilité verte. Et plus on voyage, je pense qu'il faut un voyage initiatique lointain, mais plus on voyage, plus on se rend compte que c'est qu'une question d'état d'esprit. Et là, je voudrais parler du coup d'un projet, d'un programme même qu'on a mis en place qui s'appelle le Défi Exploration et qui s'adresse tout particulièrement aux étudiants de la métropole de Lyon et des campus de l'UDL. Et qui justement permet aux étudiants de s'inscrire gratuitement à ce programme, de se former gratuitement à la vidéo par exemple, mais aussi à tout un tas d'autres formations. Une fois que vous êtes en mobilité à l'étranger ou quelque part en France ou même sur votre campus si vous le souhaitez, vous filmez ou vous imprégnez d'une initiative inspirante et ensuite nous on vous accompagne dans le partage de cette initiative et vous gagnez une récompense en lien avec la maison des étudiants de la métropole. Et c'est justement pour avoir un peu cet état d'esprit de voyage engagé et de journalisme de solution qu'on fait ce programme qui est complètement gratuit et qui s'adresse donc à toute personne étudiante sur la métropole de Lyon. Ça, c'est vraiment, je pense, la meilleure porte d'entrée pour découvrir ce que c'est pour nous le voyage engagé. Et sachez aussi que si les frontières ne rouvrent pas de sitôt, on a un autre programme qui s'appelle Reporter de quartier et qui, lui, permet de voyager vraiment localement, puisque c'est ce qu'on fait dans les quartiers défavorisés de la métropole de Lyon. N'importe qui peut venir en tant que bénévole ou bénéficiaire. Donc, accompagner des jeunes de ces quartiers défavorisés, aller à la rencontre des acteurs locaux du développement durable, les interviewer et ensuite partager ce contenu aux autres habitants du quartier et plus largement au grand public à Lyon ou ailleurs en France. Merci Martin, et je vais profiter de ta dernière réflexion pour ouvrir sur la deuxième question, à vous trois, sur vos expériences et vos vécus. Vous avez tous exprimé le fait que l'interculturalité, on peut la vivre autant au niveau local que dans la rencontre. Dans la rencontre en dehors de chez nous, en dehors de nos frontières. Alors, qu'est-ce que le local? En fait, l'interculturalité, comment est-ce qu'elle peut se vivre au local? Qu'est-ce que ça veut dire la vivre au local? Tu as commencé à en parler avec ce projet. Tu peux peut-être nous l'expliquer un petit peu plus. Et quelles sont les actions qui permettent des bénéfices de l'interculturalité que l'on peut faire vraiment en partant, ou celles où on a les mêmes bénéfices quand on est chez nous. Martin, si tu veux continuer sur ce projet, et puis je donnerai ensuite la parole à Anna et à Yoann.
Oui, avec plaisir. Il y a beaucoup de choses à dire sur Reporter de quartier. C'est un projet qui permet vraiment une prise de recul sur ce qui existe à côté de chez soi. Et c'est là qu'on voit vraiment que le voyage, ce n'est pas les kilomètres parcourus, c'est vraiment une façon de se voir soi et se voir dans le monde. Donc, on réunit des groupes de jeunes de 12 à 22, 24 ans. Donc, ça peut être même assez jeune, hein. On a eu des 12-14 ans, qui habitent dans des quartiers défavorisés de la métropole. Donc, on a déjà fait 2 projets à Bron-Terraillon et au Minguettes à Vénissieux, où là, on avait des jeunes habitants, collégiens ou lycéens, et en parallèle, des étudiants de l'université Lyon 2 en urbanisme, et donc qui décidaient de la thématique qu'ils voulaient aborder pour parler différemment de leur quartier. Parce qu'en fait, on se rendait compte que les jeunes qui habitaient ce quartier souffraient des a priori que les autres avaient sur ce quartier. Et en fait, petit à petit, ces a priori, ils s'en imprégnaient tellement que ça devenait leur seule façon de parler du quartier et de le vivre. Alors qu'en réalité, au quotidien, ce n'est pas la réalité. On parle de deal, on parle de voitures qui brûlent, de castagnes avec les policiers, et ça, c'est très présent dans leur imaginaire, mais en fait, c'est anecdotique dans leur quotidien. Donc nous, on arrive avec la démarche de journalisme de solution, c'est-à-dire on parle des problèmes et surtout des solutions. Qu'est-ce qui existe localement pour que les citoyens apprennent à vivre ensemble, apprennent à vivre mieux et accès à la nature, voilà, améliorent leur vie de quartier, tout simplement. Et avec l'apport extérieur des étudiants en urbanisme, ils ont décidé eux-mêmes de la thématique du renouvellement urbain du quartier du Terraillon et de montrer comment les habitants de tout âge, toute génération, toute profession s'étaient impliqués dans ce renouvellement urbain. Et donc, ils ont monté eux-mêmes la vidéo, ils sont allés rencontrer les différents habitants et acteurs de ce renouvellement urbain, et on leur a appris à filmer et à monter la vidéo. Et après, le plus inspirant, c'est quand ils partagent cette vidéo. Donc, il y a le maire de Bron qui avait été filmé lui-même dans la vidéo, interviewé par ces jeunes qui étaient là le jour de la projection. Il y avait un peu tout le gratin brondillant, mais aussi leur famille, leurs amis qui étaient là. Et puis après, on leur a dit, bah, ça ne s'arrête pas là, allez présenter la vidéo en dehors de votre quartier. Et là, pour moi, on touche à ce qui est de l'interculturel. Parce qu'en fait, on ne connaît pas le quotidien de ces jeunes-là. Et on a même beaucoup d'a priori. Et quand on parle transition écologique dans le centre de Lyon, on a souvent un public assez initié qui vient aux événements. Et là, on avait un choc des cultures, en fait, entre ces jeunes qui disaient, bah voilà, moi je viens de tel quartier, et voilà ce qui s'y passe, et voilà pourquoi c'est cool, en fait, et c'est inspirant. Et on avait des étudiants ou des intellectuels qui étaient là, qui venaient à cet événement. C'était à la Maison de l'Environnement que Johan travaille. Et il y avait vraiment des échanges très profonds sur la transition. En fait, ça touche tout le monde. Elle fonctionne que si tout le monde s'y engage. Et c'est de l'interculturalité. Nous, on touche vraiment la transition et l'interculturalité par la porte du voyage engagé, donc, qui, encore une fois, peut se faire à côté de chez soi. Ah oui, et la notion de l'interculturalité, elle est vraiment vécue là dans ce projet-là. Elle est très intéressante parce qu'en effet, on l'imaginait pas forcément au plus près de chez nous et surtout dans des quartiers aussi proches les uns des autres. Johan, sur cette notion d'interculturalité, est-ce qu'elle est vécue? Est-ce qu'elle est bénéfique si on reste à côté de chez soi? Toi, finalement, en accompagnant des jeunes Erasmus sur notre territoire, comment est-ce qu'ils vivent l'interculturalité et les jeunes Français qui sont avec vous, comment est-ce qu'ils vivent cette interculturalité? Alors, l'interculturalité, du coup, nous, on part sur la base de gens qui sont partis, donc pour qui ce n'est pas local, puisque du coup, on va faire intervenir donc, les Erasmus ou les participants à d'autres programmes à des actions. Il y a un peu moins de 10 ans, ESN International a lancé un projet qui s'appelait Social Erasmus. L'idée, c'était comment permettre à des étudiants et étudiantes en échange de rencontrer plus facilement le public, en fait, les habitants, les habitantes de la ville, du quartier, pour qu'ils ne rencontrent déjà pas que des autres jeunes en mobilité et même qu'ils ne rencontrent pas uniquement que d'autres jeunes qui sont en université comme eux, dans des études supérieures, etc. Quand ils y arrivent, puisque bon, les Français ne sont pas toujours les plus accueillants, ça on le constate au jour le jour. Donc, de ce programme-là sont nées en fait énormément d'initiatives. Au début, il y avait 3 sujets qui étaient l'éducation, l'environnement et le social en général, si je ne me trompe pas.
Aujourd'hui, je crois que c'est décliné en 9 sous-sujets. Enfin, ça a beaucoup pris de l'ampleur et on se sert en fait, nous, de ces événements-là, je pense comme des véritables leviers, pour une future transition écologique solidaire, des déclencheurs, aussi bien, chez les Erasmus, les jeunes en mobilité, que chez les personnes avec qui ils vont échanger. Par exemple, une des actions phares, ça s'appelle Erasmus in School. L'idée, c'est de faire intervenir des jeunes d'Allemagne, de Chine, du Japon, et cetera, dans un lycée, un collège. Nous, on a déjà fait un dans un CFA aussi, où ils vont parler de mobilité internationale, de leur pays. On fait toujours des jeux autour des clichés, des choses comme ça, qui sont en fait au final aussi bien enrichissants pour les jeunes locaux que pour les jeunes en mobilité. Et il y a plein d'autres exemples comme ça. Par exemple, on va organiser des clean walks, des choses comme ça. Valence nettoie les plages de Valence, Valence en Espagne, hein. Il y a des projets de nettoyage des forêts au Portugal. Il y a même des projets de replantation, oui, de forêts en Pologne et au Portugal. En Pologne, la première année où ils l'ont lancé, c'était en 2014. C'est plus de 4000 arbres qui ont été plantés dès la première fois. Voilà. Donc, des impacts aussi. Alors, c'est des impacts qui peuvent être plus ou moins grands. C'est sûr que nettoyer, par exemple, nous, le parc des Berges, ça peut paraître petit, mais en fait derrière c'est aussi l'expérience vécue. Le message qu'on a vers ces jeunes, c'est en fait vous l'avez fait ici, parce que vous êtes arrivé dans le cadre d'Erasmus ou d'un autre programme. Vous êtes une page blanche, vous avez perdu vos repères, vous êtes dans un pays que vous ne connaissez pas, vous n'avez plus vos habitudes, vous n'avez plus vos amis, vous n'avez plus votre famille, bref. Voilà, on arrive, on est un homme ou une femme neuf, donc on essaye des expériences qu'on n'aurait pas tentées chez nous. Et peut-être que le ramassage de déchets, des actions dans des quartiers, aller voir des personnes âgées dans une maison de retraite, des choses comme ça, on peut le faire chez nous, en fait, peut-être. Ou alors, pourquoi pas le lancer? Mais c'est parce qu'on a profité de ce moment, entre guillemets, «page blanche», qu'on a pu le vivre. En fait, une fois qu'on a passé, on va dire, tous nos premiers problèmes de logement, d'installation et d'administration, heu, on est ouvert à énormément d'expériences. Moi, mon Erasmus, à titre personnel, enfin le premier, je pense qu'environnementalement, c'est horrible. Je n'aurais pas assez de toute ma vie pour le rattraper, très clairement. Je ne vais pas m'amuser à compter. Par contre, ça a été un vrai vecteur vers l'engagement associatif, ce qui explique pourquoi aujourd'hui je bosse dans une asso environnementale, je pense d'ailleurs, et pourquoi je suis engagé aussi à côté dans une association, voilà, ça peut être un déclencheur et il y a plein d'initiatives, il y a plein d'idées qui sortent partout sur les territoires. Paris qui a organisé des matchs de foot entre des Erasmus et des jeunes de quartier, avec donc toute une rencontre autour de l'interculturalité et cetera et puis bon, le foot, sujet, on va dire assez commun pour beaucoup de gens dans le monde. Pareil autour du sport, il y a beaucoup de projets qui sont nés, des participations aussi à des événements plus larges comme le Trash Tag Challenge qui avait été suivi par ESN à Strasbourg, des ateliers cuisine avec des réfugiés que Vienne fait depuis des années, où les Erasmus qui vivent une mobilité découvrent les réfugiés, on va dire que c'est une autre forme de mobilité et qui pour le coup vont réaliser beaucoup de choses aussi par cet échange-là. On va avoir des nettoyages de campus, on a des projets où des jeunes créent des structures de jeux dans des écoles, enfin voilà, il n'y a que l'imagination qui a des limites pour le coup et les jeunes qui sont investis un peu partout dans les scènes en ont pas mal des idées pour faire vivre cette interculturalité et aller vers des publics comme ça auxquels on ne se serait pas attendu. Les enfants, les jeunes des quartiers, les maisons de retraite, des gens qu'on ne s'attendait pas à rencontrer en partant en Erasmus, très clairement. Merci Johan. Si on ne part pas à l'étranger, au moins c'est l'étranger qui vient à nous. Donc c'est bien l'interculturalité, c'est dans un sens comme dans un autre. Anna, justement, toi, c'est carrément l'Allemagne qui vient chez nous. J'ai d'abord une question, pardon, ouais, juste avant, directement à Johan. Je voulais juste savoir, et les étudiants Erasmus de l'étranger, ils viennent en ce moment? C'est où il y en a moins? Comment ça se passe cette année? Parce que je suis un peu loin de la vie étudiante universitaire, donc je ne sais pas du tout. Il y en a beaucoup moins. On en a rencontré plusieurs en septembre, on en a même rencontré dès août ou juillet. Ils sont venus profiter au cas où il y aura un confinement. Pour le coup, ils ont eu le nez fin. Mais effectivement, on en a beaucoup moins. On verra en janvier. On a eu des étudiants et des étudiantes allemandes. Il y a quelques petits groupes qui sont venus à peu près à tous nos événements, je pense, qui étaient super intéressés par échanger comme ça avec des Français. On leur a parlé de Social Erasmus. Ils étaient très motivés. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu mettre ça en place ce semestre. Merci Johan. Et ben, j'en profite, Anna, pour continuer à te donner la parole justement sur cette interculturalité et sur le fait
on est un petit bout d'un autre pays sur notre territoire et un petit peu plus large avec le réseau unique. Et est-ce que justement, comment est-ce que vous vivez cette interculturalité, vous, le Goethe-Institut, comment est-ce que vous le stimulez et vous le motivez? Oui, donc comment on vit cette interculturalité au niveau local en ce moment? C'est déjà, tous nos projets sont toujours en partenaire avec des institutions ici sur place. On ne fait jamais des choses juste entre Allemands. Je suis désolée, il y a mes enfants qui arrivent, ça c'est aussi un peu quand on est en télétravail. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Désolée. Non, ça va, pas de problème. Ça va. Donc, tout est toujours déjà ancré localement. Et maintenant, avec là, pendant des mois et des mois, c'était tout simplement pas possible de traverser la frontière entre la France et l'Allemagne. C'était surtout la France qui était région à risque pour les Allemands. Donc, les Allemands pouvaient venir, mais pas retourner, ou seulement en faisant une quarantaine de 14 jours. Donc, il y en a beaucoup qui ont annulé. Donc, nous, on était un peu obligés de creuser, de voir localement, mais il y a qui comme artiste allemand ou intervenant ou personne intéressante qui peut nous parler de l'Allemagne. Et c'était vachement intéressant pour nous. On a trouvé plein de gens qu'on ne connaissait pas avant, avec lesquels on a commencé à travailler. Et donc, voilà, on a creusé un peu ce milieu interculturel franco-allemand ici, à Lyon, dans la métropole, dans la région. Après, ça reste quand même pour nous essentiel de faire venir des Allemands. C'est sympa de travailler avec les gens sur place, mais il manque quelque chose quand on n'a pas ces vraies rencontres, ces vrais échanges avec des gens qui vivent là-bas en permanence et qui peuvent nous parler de leurs pratiques artistiques ou autres en Allemagne. Voilà. Merci Anna. Oui. Bon, ça, je crois qu'on l'a bien entendu quand même que finalement que le lien qui vient de plus loin ou au-delà d'une frontière, quelle qu'elle soit, parce que finalement la frontière, elle peut être entre deux quartiers, le centre-ville et un autre quartier, ou elle peut être entre deux pays, ou elle peut être entre deux continents. Mais de toute façon, on a besoin quand même de se rencontrer et de découvrir que l'autre a autre chose à nous apporter. Merci beaucoup. J'en profite, Sylvie Alouche, pour vous proposer la parole en premier, si éventuellement vous avez une question pour nos intervenants et puis pour vos élèves. Si vous voulez poser des questions directement sur le chat, n'hésitez pas. Je pense que les intervenants se mettront à votre disposition. Sylvie, est-ce que vous aviez un questionnement par rapport à tout ce que vous avez entendu ? Alors d'abord, je voudrais vous remercier parce que c'est très enthousiasmant les différents projets que vous avez déployés. Et voilà, enfin, évidemment, je n'ai pas énormément de temps, mais j'espère que ça donnera l'occasion de faire des choses ensemble. Peut-être que j'aurai, en plus, pas très très loin de chez moi, que j'irai plus souvent au Goethe Institute. Et alors, je ne sais pas si c'est exactement des questions. Peut-être d'abord des remarques et puis une question. La question de l'interculturalité à l'intérieur de la France, je pense que c'est extrêmement intéressant et notamment concernant les... C'est vrai qu'on a la chance en France de vivre dans un pays en fait qui accueille des gens voilà, de plus ou moins long terme, mais qui viennent de tous les pays du monde. Et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à creuser. Et donc finalement, ça c'est un des avantages d'une certaine façon du confinement, c'est que ça nous donne l'occasion de creuser le contact avec des gens qui viennent de loin et qui sont pourtant ici, et c'est pas toujours nécessaire voilà, d'aller les chercher là-bas parce qu'ils sont déjà venus. Et j'ai trouvé aussi très, très, très intéressant. Après, ça ressemble un petit peu à ce que j'essaye de faire avec le cours, c'est-à-dire que
ce que vous faisiez, enfin, un des exemples que vous avez donné autour des matchs de foot ou des choses comme ça, le sport, le développement durable. Quand on veut recréer du lien social, parce que c'est un petit peu ça qui était aussi derrière, recréer du lien social entre des gens qui ont des différences de culture, mais aussi des différences voilà, de catégories sociales, ça peut être un peu maladroit que ce soit le thème explicite, alors que s'il y a un projet autre qui sert de véhicule, de catalyseur, là, ça peut être vraiment quelque chose, je pense, d'extrêmement porteur et c'est voilà, c'est extrêmement inspirant. Sinon, alors je ne sais plus, bon, j'avais peut-être d'autres remarques qui me reviendront plus tard. Alors après, sur le tout début de l'échange, alors j'avais moi-même parce que en fait, avant de venir à la Cato, j'étais membre pendant pas très longtemps, mais d'un laboratoire de recherche sur le développement durable. Donc c'est des questions auxquelles je suis de fait sensibilisée. Et pour ce qui est de toutes ces questions d'empreinte, quelle empreinte on a, c'est extrêmement compliqué en fait, parce qu'effectivement, quand on utilise, là depuis 1 an ou 2, les informations se sont un petit peu plus diffusées vis-à-vis du grand public. En fait, quand on utilise des ordinateurs, en fait, ça consomme beaucoup d'énergie, et quand on utilise des serveurs qui sont voilà, placés dans certaines régions du monde, il faut les refroidir, ça consomme énormément d'énergie. Donc après, il faut réussir à concaténer les informations et trouver des moyens de refroidir tous ces serveurs sans que ce soit trop coûteux. Et donc c'est effectivement une question que je voulais poser, mais elle a déjà été abordée. Après, il y a une deuxième question qui est peut-être un petit peu plus polémique, mais je n'essaie pas d'exprimer une opinion personnelle, quelle qu'elle soit derrière, mais quand on fait l'éloge de l'électricité et du déplacement à l'électricité, ça pose la question du nucléaire. Et c'est vrai que l'électricité, d'un certain point de vue, est une énergie verte, mais le fait est, en particulier en France, qu'une grande partie de la production électrique est faite par des centrales nucléaires. Et moi-même, j'avoue que je n'ai pas forcément un avis bien déterminé là-dessus, mais en tout cas, il est clair qu'il y a un problème en termes de développement durable, voire ultra durable, autour de cette question du nucléaire. Donc, c'est vraiment des enjeux très, très compliqués. Alors, je vais faire un petit peu de publicité. Je suis pour ma part, pour mon électricité, je me fais fournir par une compagnie qui est en fait une association, une mutuelle, qui s'appelle Enercop et qui est basée à Grenoble, pour autant que je sache, et dont le principe est d'essayer de développer des énergies dites vertes, éoliennes, etc. Les éoliennes elles-mêmes posant des problèmes, mais voilà, géothermie, de façon à ce que l'énergie électrique que je consomme, même si dans la réalité des faits, si on pouvait identifier les électrons, ils viennent en fait des centrales nucléaires, mais leur projet, c'est d'injecter autant de... Alors là, il y a de la mobilité, mais c'est plus de la mobilité personnelle, quoi. C'est de la mobilité de notre énergie, d'injecter autant de faire en sorte que sur la comptabilité finale, ce que j'ai consommé, ça a été produit par des énergies renouvelables. Voilà, donc c'est une piste possible. Et voilà, c'est tout ce que ça m'inspirait. Je vais peut-être allumer la lumière ou pas, du coup, parce que je crois que vous ne me voyez plus trop. Là, au fur et à mesure, on voyait vos lunettes, mais plus forcément le... Ouais, donc je vais allumer la lumière. Voilà. Et consommer. Marjolaine, tu as coupé ton micro. J'ai recoupé mon micro, excusez-moi. Merci beaucoup. Merci Sylvie. Voilà, on vous voit mieux quand même maintenant. En effet, la réflexion, elle va être justement sur, on parle d'impact. Est-ce que c'est que l'impact par l'avion? Est-ce que c'est quel type d'impact? Le numérique, le nucléaire, etc. Mais justement, peut-être que la génération future aura conscience du côté macroéconomique, de la question de l'impact environnemental et vraiment du développement durable dans le sens très large et complet.
Je vais laisser la parole. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont arrivées. Slavomir, je vais te laisser peut-être les lire parce que je ne les ai pas toutes vues. Oui, Et peut-être commencer par celle d'Elia. exactement. Alors, Elia nous pose la question, pensez-vous qu'il faudrait développer l'interculturalité européenne le plus tôt possible auprès de nos enfants, dans les écoles par exemple? Alors, je me permettrai, je pense que Anna aussi aura des éléments de réponse. Je répondrai pour ma part, parce que je viens aussi d'une famille multiculturelle. Enfin, j'ai une enfance donc en République tchèque avec ma mère qui est slovaque. J'étais depuis tout petit exposée à l'échange. J'ai beaucoup voyagé depuis mon plus jeune âge. Mes parents m'ont beaucoup porté à voyager, à apprendre des langues. Et c'est grâce à ça que j'ai pu partir à 15 ans en France, faire mon lycée ici et vivre pleinement la citoyenneté européenne. Donc effectivement, pour ma part, je pense qu'il faut effectivement commencer avec l'interculturalité et l'ouverture à autrui, à l'Europe, au monde, dès l'école primaire, dès le plus jeune âge. Mais je pense que Hannah, qui a une famille, qui vit du coup avec sa famille à Lyon, pourra en témoigner aussi. Oui, je suis en plein dedans là, désolée. Mais je voulais parler pour le Goethe-Institut parce qu'on est complètement dans cette optique-là. Déjà, on propose des cours d'allemand à partir de 6 ans, c'est ça? Non, mais même avant, à partir de 5 ans. Grande section, ça commence. Mais on a aussi cette idée qu'il ne faut pas que ça soit trop scolarisé, cet apprentissage d'une autre culture ou d'une langue. Et donc, on a un nouveau cycle depuis 2 ans à peu près qui s'appelle les Goethe-Kinder, donc les enfants de Goethe. Et c'est un samedi par mois qu'on propose une manifestation, un après-midi familial où on invite des familles, mais qui ne sont pas forcément germanophones, ou même pas, un peu germanophiles quand même. Et on propose, par exemple, on a fait mon instrument, on a fait des instruments, construit des instruments de musique à partir d'objets de recyclage. Là, on a par exemple un atelier de cuisine le 12 décembre où on peut, ça sera par contre sur Zoom, donc il y a moins d'échanges, mais quand même, ou d'une manière ludique, on a une activité, on fait quelque chose en famille et en même temps, on entend un peu d'allemand parce que c'est toujours animé par quelqu'un qui parle allemand. Et donc, on a vraiment cette idée qu'il faut commencer super tôt pour ne pas, surtout pour l'allemand en France, parce que ça, c'est encore un sujet un peu compliqué. Il y a toujours cette idée que c'est dur, il faut être super fort à l'école pour apprendre l'allemand. C'est un préjugé un peu et on se bat contre ça parce qu'il faut d'abord avoir un accroche un peu ludique et on a envie à apprendre cette langue et ensuite ça va, c'est pas trop difficile non plus. Donc oui, on est tout à fait d'accord qu'il faut commencer le plus tôt que possible. Merci Anna. Une petite chose rigolote sur la langue allemande, elle est plus facile à apprendre pour les gens qui sont dyslexiques, alors que le français est compliqué pour les dyslexiques. C'est très drôle. Johan, est-ce que tu voulais répondre aussi à Elia? Oui, je parlais tout à l'heure de nos interventions en école, les Erasmus in School. Clairement, on les fait dans cette optique-là aussi pour les ouvrir à l'interculturalité, alors pas que européenne pour le coup, mais beaucoup dès le plus jeune âge, notamment avec un objectif, c'est en fait aussi de leur dire qu'on peut partir assez tôt à l'international, si c'est un projet qu'on a, vu que notre but c'est quand même qu'ils aillent vivre cette expérience. Et il y a beaucoup de projets qui existent pour les collégiens, pour les lycéens, ou potentiellement même pour une année entre le lycée et l'université. Et en fait, les jeunes à qui on s'adresse, très souvent, on leur dit c'est dommage, c'est trop tard. C'est pour ça qu'on essaye aussi d'amener cette curiosité, parce qu'on sait que ça ne va pas leur être amené, ces programmes, globalement, mais s'ils vont les chercher par eux-mêmes, ils vont le trouver. L'exemple de l'échange du Goethe-Institut qui peut se faire à partir de 18 ans, très clairement, quelqu'un qui est intéressé par cette culture allemande va pouvoir le trouver, parce qu'il se sera intéressé au Goethe-Institut, etc. Et au-delà même des jeunes, en fait, de l'âge, ça va être même à toutes les étapes, en fait. Je pense à une intervention qu'on a fait à Erasmus in School dans un CFA, j'en parlais tout à l'heure. Donc c'était des jeunes, pareil, qui étaient en CFA, donc il y avait des apprentis maquilleuses et bouchers, si je ne me trompe pas.
On a organisé une rencontre avec 2 étudiantes allemandes, beaucoup de choses sur l'interculturalité, les clichés France-Allemagne, etc. C'était super intéressant et très, très drôle. Et la partie la plus drôle, c'est qu'à la fin, 90% des apprentis qui étaient là sont allés voir le responsable des mobilités qui assistait à l'événement en lui disant « Oh, c'est super, est-ce que nous, on peut partir en Allemagne? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, etc. » Et il a pris un air dépité en disant « Ça fait 6 mois que je vous dis que vous pouvez partir, qu'il suffit de remplir un formulaire, que c'est financé, qu'il y a tout ce qu'il faut, que c'est accompagné, etc. » Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Du coup, bon, certains sont partis, mais ça faisait 6 mois qu'il essayait de faire passer ce message qu'il n'arrivait pas. Et en fait, la simple rencontre avec ces 2 étudiantes allemandes a déclenché l'envie, effectivement, d'aller plus loin que cette simple rencontre. Merci Johan, très jolie histoire. Elle peut peut-être être en lien avec la question d'Axel. Juste, Oui. Il y a une question qui a été posée par Aurélie juste Est-ce avant. que c'est juste parce que dans le thème, voilà, Axel, Agathe, puis Aurélie, si ça te va. Ok. Alors, mis à part la méthode Discover EU, y a-t-il une autre initiative pour les jeunes de pouvoir voyager gratuitement en Europe pour les plus précaires? Grande question. Alors, gratuitement, en termes de projet européen, je me permets de répondre là parce que la commission, en effet, Discover EU, c'est l'Interrail dont je vous parlais tout à l'heure à 18 ans. Gratuitement, non. Par contre, il y a beaucoup de programmes qui peuvent vous accompagner dans votre projet. Il peut y avoir des bourses, il peut y avoir des systèmes comme le Couchsurfing ou le Woofing ou autre qui vous permet en fait en échange d'un petit travail ou en échange d'une participation à quelque chose, d'éventuellement de pouvoir être financé. Je pense que le mieux pour vous, Axel, aujourd'hui, c'est le Corps européen de solidarité. C'est un volontariat où vous êtes financé sur l'essentiel de votre voyage, de votre logement, vous avez de la nourriture également, et surtout, vous êtes encadré par une association pour faire un projet, de participer à un projet de société dans un autre pays. Ça, le Corps européen de solidarité, on pourra vous le donner sans problème. On pourra vous donner tous les liens pour que vous puissiez à ce moment-là aller dessus. Anna, tu voulais répondre également? Je voulais juste rajouter pour tout ce qui est le franco-allemand, il y a aussi l'Office franco-allemand pour la jeunesse c'est moins pour les voyages individuels. Souvent, c'est dans les cadres d'échanges de groupes, etc. Mais il y a aussi, je pense, des programmes individuels. Oui. Ça vaut vraiment le coup, c'est jusqu'à 30 ans, et ça vaut vraiment le coup de regarder sur leur site ce qui vous convient, mais il y a plein de propositions. Et voilà, il faut aussi regarder, comme nous, là, par hasard, on a ce projet d'échange entre Francfort et Lyon qui est entièrement gratuitement parce que c'est aussi subventionné par plusieurs partenaires. Donc, ça vaut le coup aussi de regarder de temps en temps sur notre site. Axel, merci beaucoup pour la question. En effet, mais elle est importante parce que l'aspect financier, on en a parlé un peu tout à l'heure, pour les jeunes, pour la mobilité, il est essentiel et que parfois, et on revient à notre histoire de mobilité verte, c'était parfois moins cher de prendre un EasyJet à 30 € plutôt que de prendre un train ou autre chose qui coûtait plus cher. Donc oui, la question de l'argent est importante, en effet. Je voudrais quand même intervenir très rapidement. Oui, pardon, je ne t'ai pas vu, Martin, je t'en prie, excuse-moi. Juste pour signaler que voilà, on peut ne pas se sentir prêt, mais sachez que c'est possible de faire le tour du monde avec pas grand-chose dans la poche. On a accompagné un projet d'exploration d'un couple qui est parti avec 0 en poche et qui a fait le tour du monde. Ils avaient acheté au préalable 2 billets d'avion pour traverser les 2 océans et tout le reste, déplacement, nourriture, logement, ils se sont reposés sur la rencontre. La patience, le hasard du voyage et leur bonne étoile. Et ça a très bien fonctionné. C'est un projet d'explorateur qui s'appelle IDEACT, 2 psychologues qui font aujourd'hui des conférences sur leur voyage et sur ce que ça leur a apporté. Donc, un autre mode de voyage, certes, mais voilà, c'est le type de projet aussi qu'on accompagne avec l'association et ça ne coûte pas grand-chose. Merci beaucoup. Slavomir, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose et éventuellement nous donner la question d'Agathe?
Oui, enfin, c'était juste pour compléter que effectivement, il y a énormément de moyens pour trouver enfin, pour pouvoir se déplacer de façon la moins chère possible. Bon, ça reste la voiture, mais le covoiturage, ça reste aussi un moyen assez peu onéreux qui nous permet de se déplacer, de profiter du fait que quelqu'un a une voiture et fait un voyage. Mais voilà, c'était juste une petite parenthèse. Je reviens à la question d'Agathe qui nous demande comment ressentez-vous l'implication des médias français ou européens en ayant connaissance de leur impact sur les populations au niveau de l'écologie? Oh, vaste question, Agathe. Merci beaucoup. En effet, la question de l'écologie, elle est quand même traitée différemment selon les pays et nous n'avons pas de vrais médias européens. Il existe des médias qui sont multinationaux comme Euronews que nous avons à Lyon d'ailleurs, mais il n'existe pas forcément de médias complets. Donc, la question de l'écologie, je vais peut-être laisser la parole à Anna pour le côté éventuellement. Marjolaine, je ne t'entends plus, mais je pense que j'ai plus ou moins entendu la question. Non, je ne peux pas du tout, je ne suis pas une experte de médias et je lis des médias français et allemands. Et là, j'ai juste remarqué qu'avec le Covid, toute cette question du changement climatique était très, très présente, je trouve, quand même en 2019 encore, début 2020, a été un peu mis vraiment de côté, ce que je trouve un peu dangereux parce que il y a quand même la plus grande crise, à mon avis, après le Covid qui nous attend encore. Donc, mais là, petit à petit, j'ai l'impression que ces questions qui concernent l'écologie, la durabilité, etc., ça revient. Mais ça, c'est une impression très subjective. Voilà. Je ne sais pas si c'est que subjectif quand on voit l'importance qu'a pu prendre la personnalité de Greta Thunberg dans les médias. On n'avait pas eu d'égérie sur la dimension écologiste aussi jeune en plus depuis très longtemps. Et finalement, ça, en effet, la couverture médiatique, Agathe, ça va être difficile peut-être de répondre à ta question très clairement parce qu'on n'est pas dans ces spécialités-là. Mais Martin, est-ce que tu veux donner un avis? Oui, je vais donner l'avis du point de vue d'une asso qui cherche à se définir comme un média citoyen, justement en se basant sur la méthode du journalisme de solution que je présentais brièvement, qui consiste à parler des problèmes et finir par une solution inspirante. Si vous voulez, quand on parle aujourd'hui des déchets dans le monde, ce que va faire un média conventionnel, c'est parler du nombre de déchets plastiques qui sont jetés dans l'océan ou dans la nature, qui ne sont pas recyclables. Et quand on voit ce genre d'information à la télé ou qu'on l'entend à la radio ou qu'on la voit passer sur juste un titre sur notre fil d'actualité du réseau social, on va se dire, bah mince, en fait, le monde, il est un peu pourri. Sauf que si on dit, d'ici 2050, c'est possible de vivre en zéro déchet grâce à des initiatives qui existent partout et notamment à côté de chez toi, bah là, on a à la fois l'ampleur du problème global et les possibilités d'agir. Et on se dit, OK, c'est un vrai problème, mais je peux agir, donc je vais m'impliquer. Pour moi, l'impact, pour répondre à la question, l'impact des médias dans l'écologie, il est énorme. Et même si subjectivement, on a l'impression que ça prend plus de place, qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à ces sujets-là et qui s'implique, moi, je le ressens aussi et je le vois objectivement dans les chiffres de personnes qui rejoignent les associations de l'ESS et plus particulièrement de l'environnement. Ça augmente. Le nombre de gens qui consomment différemment, ça commence à se voir aussi dans les statistiques des supermarchés. Et sur les médias en particulier, il y a une étude dont j'ai entendu parler hier sur France Culture qui montre que justement la couverture des sujets environnementaux augmente. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est une forte augmentation sur 2020. Donc, ce n'est pas que subjectif, c'est effectivement un fait, ça prend de l'ampleur, il y a une prise de conscience. Est-ce qu'elle suffira? Ça, c'est un autre débat, mais toujours est-il que le levier médiatique est énorme. Et surtout, on prend conscience aujourd'hui qu'en tant que citoyen ou citoyenne, on a une responsabilité médiatique parce qu'on est à la fois percepteur de l'information et aussi on envoie des informations.
tout le monde peut communiquer très largement aujourd'hui. Et c'est une responsabilité, il faut savoir le faire aussi. Et le journalisme de solution est une vraie méthode pour justement accélérer la transition et la prise de conscience. Merci beaucoup, Martin, pour cette réponse. Eh bien, il est l'heure. Donc, je vais vous remercier pour ce temps de discussion. Difficile d'en faire une conclusion parce qu'on a plus ouvert des portes de réflexion et d'innovation plutôt que de caler finalement une solution simple et précise. On a un panel de solutions, un panel d'activités que l'on peut faire pour continuer à entretenir cette interculturalité tout en réfléchissant à être plus vert dans notre moyen d'avoir cette interculturalité-là. Excusez-moi, j'arrive plus à dire le mot. Merci à tous. Est-ce que je vois qu'il y a un petit mot de la fin qui pourrait être donné par Stéphane Bonbrun de la Direction régionale de la cohésion et de la jeunesse. Stéphane, je peux te laisser la parole, le petit mot de la fin. Alors, je vais essayer de faire très court. Simplement pour dire, alors moi je travaille effectivement comme conseiller pédagogique au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation nationale. Je suis plutôt là en tant que référent Erasmus+, Jeunesse et Sport. Donc en fait sur plutôt le programme Erasmus Jeunesse et le Corps européen de solidarité, mais je suis aussi un interlocuteur de l'OFAGE. Et je prends la parole pour vous dire aussi que l'ensemble des programmes européens, vraiment la crise sanitaire a fait prendre en considération, a re-questionné l'interculturalité sans mobilité. L'interculturalité sans mobilité. Et je vais vous donner quelques exemples. Le Corps européen de solidarité, on peut le faire en volontariat de groupe, d'équipe, pas seulement individuel. Et notamment, on est une région Auvergne-Rhône-Alpes où il y a beaucoup de chantiers internationaux de jeunes bénévoles qui peuvent trouver un financement soit auprès de l'OFAGE, soit auprès de l'agence Erasmus. Et cette année, ils ont accepté que des jeunes Français participent avec un financement Corps européen de solidarité, mais tout en restant en France. Et aussi attirer des jeunes étudiants éventuellement étrangers qui font leurs études en France pour participer à ces chantiers internationaux avec un financement total Corps européen de solidarité. Et le franco-allemand, l'OFAGE, a fait la même chose. Donc, il y a une prise en compte que l'interculturalité peut se vivre en France avec des jeunes locaux français et des jeunes locaux de passage étrangers, de passage en France. Également, j'ai entendu beaucoup, Johan et Martin, et ça pourra peut-être donner des idées au groupe d'étudiants, sur des projets de solidarité au local. Et savoir que dans le volet Corps européen de solidarité, il y a un petit financement qui s'appelle Projet de solidarité, et absolument toutes les actions qui ont été présentées par Martin et Johan peuvent tout à fait trouver un financement dans le cadre du projet de solidarité, alors à condition que les jeunes aient entre 18, enfin un groupe de jeunes, au moins 5 jeunes, ait au moins entre 18 et 30 ans. Mais on est vraiment dans après, il peut y avoir des mineurs, mais il faut au moins qu'il y en ait 5 de majeurs. Là encore, le programme Erasmus et le Corps européen de solidarité prend en compte des projets de solidarité au local en favorisant cette interculturalité. Dernier exemple, et là ça va vous intéresser sur un niveau plus international, à partir cette année, le ministère Affaires étrangères habituellement lançait un programme, un appel à projet qui s'appelle JSI, Jeunesse Solidarité Internationale, avec des projets de mobilité. Et on a eu beaucoup de chance grâce à la crise sanitaire. Les projets ont été souvent annulés et il y a eu une enveloppe financière à redistribuer. Et ils ont lancé un appel à projet un petit peu à l'arrache comme ça. Et, il fallait répondre en 15 jours. Donc tous les acteurs de jeunesse ont dit « Mon Dieu, comment on va faire en 15 jours ?» Ça a été un succès fou. Et en fait, l'idée, c'était, comme on ne pouvait pas faire de mobilité, c'était de financer des projets de solidarité au local, dont Initiative Solidarité Internationale. Le prochain appel à projet va avoir lieu à partir du 1er janvier. On a reconduit tellement il y a eu ce succès. Et là, on peut être dans une démarche aussi en visio, c'est-à-dire on parle
vous parliez des déchets, c'est-à-dire comment un groupe de Français peut être en visio et dire comment nous, on voit le traitement des déchets en France, et avec un groupe de jeunes internationaux, nous aussi, on a des initiatives, même si on est dans des pays en voie de développement, c'est une problématique, et comment nous, on a des initiatives locales, et ces projets EASY se font sans mobilité, peut-être par de la visio, mais là encore, on est dans l'interculturalité. Et ça permet, et je vais rejoindre ce qu'a dit Johan à travers la rencontre des deux Allemandes, souvent on a des jeunes Français qui sont un peu timorés pour partir à l'étranger. C'est pas pour eux, je parle pas la langue, ça fait peur. Et en fait, le pari de l'OFAGE, le pari du Corps européen de solidarité, le pari du programme Erasmus, c'est de dire, OK, on va vous financer un petit projet local de solidarité européenne, solidarité internationale, sur une thématique ODD. Vous allez être dans une première rencontre, peut-être en visio ou en virtuel, avec un groupe européen ou international. Et cet échange sur une thématique, une préoccupation commune, va peut-être vous donner envie, après, soit d'accueillir ces jeunes, et travailler un peu sur la réciprocité, soit de partir vous-même dans un volontariat individuel, dans un volontariat de groupe, dans un échange de jeunes. Donc, c'est une prise en compte des programmes européens qui peut nous servir à l'avenir pour toucher des publics qui vraiment étaient très éloignés de la mobilité. Et il y a une première étape, effectivement, c'est une solidarité au local. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Stéphane, pour ce petit mot de conclusion qui était parfait. Merci à tous. On vous libère. Si les intervenants veulent juste rester 2 minutes, on va laisser les participants partir. Merci beaucoup à tous et bonne continuation et bon voyage.